Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie. Dans celle-ci, nous allons changer d'éditeur. Nous allons plus utiliser Notepad++, mais bien Aptana Studio 3. Alors pour ce qui est de l'installation et tout d'Aptana, je vous renvoie à un tutoriel déjà fait précédemment. Donc dans Google, vous tapez formation HTML5 et par exemple Aptana. Ça devrait suffire, il me semble. Et vous trouverez la formation apprendre le HTML5 spécial IDE. Donc c'est la 7e vidéo sur la formation HTML5 faite précédemment. Cette vidéo est entièrement dédiée à l'installation et configuration d'Aptana pour éviter que j'explique tout ceci. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser Aptana Studio. Alors dans l'environnement précédent, on avait configuré une option qui était en fait pour notre espace de travail ne jamais nous le demander à chaque fois. Donc dans la vidéo qui concerne l'installation d'Aptana, moi où je l'avais mis dans une partie serveur, au niveau de mes espaces de travail, j'avais mon projet HTML5 qui se charge ici. Ici je vais me créer un nouveau dossier qui sera un nouveau projet. Donc un nouvel espace de travail. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez, le mettre où vous voulez, peu importe, c'est voilà, histoire d'avoir un dossier qui va contenir nos projets que l'on va réaliser. Alors pour changer d'espace de travail, dans le menu fichier, on va pouvoir commuter l'espace de travail. Donc je vais demander un nouvel espace de travail. Je vais lui dire où se trouve cet autre espace de travail, qui est celui-ci maintenant. Et je valide par OK. Aptana va se relancer avec ce nouvel espace de travail, sans me redemander à chaque fois si je veux utiliser celui-ci. Et vous voyez que tous les trucs se réinitialisent un petit peu par défaut. Donc premièrement le truc de JIT qu'on avait déjà configuré au tout début. Puis ensuite la page par défaut. L'App Explorer qui est revenu. Et notre explorateur qui est vide de projet. C'est un peu logique, comme on a changé de dossier, on n'a plus de projet HTML5 dedans. Alors le truc qui va être un petit peu embêtant, c'est d'une part cette configuration là c'est réinitialisé, et de même que si je regarde mon menu nouveau, vous voyez que mon HTML est parti, mon type HTML est parti. Et ça va même plus loin, le thème est revenu sur Aptana Studio. Alors il y avait une possibilité, au moment où j'ai créé le nouvel espace de travail, de recopier les préférences de l'autre espace de travail. Pour ce faire, dans Fichier, Commuter, Autre. Ici, quand j'ai fait un nouvel espace de travail pour le projet CSS3, on a ici une partie copier les paramètres. Agencement, jeu de documents. Si je le fais sur cet espace de travail qui était déjà vide, ça va pas faire grand chose. On voit bien que mon file n'est pas là. Pour que cela fonctionne, il faut que vous soyez sur l'espace de travail que vous avez déjà préconfiguré, comme nous, notre projet HTML5 avant.
celui qui par exemple a notre menu HTML file, on était sur le thème GitHub, etc. Toutes nos préférences sont revenues. Et c'est là maintenant qu'on doit dire que quand on veut commuter vers un autre espace de travail, qu'on peut choisir de copier ces paramètres. On copie les paramètres de l'espace en cours vers l'autre espace. Et ici, on retrouve bien notre HTML file, notre projet Aptana Studio au niveau de ce truc-là, mais bon, ça c'est pas grave, on le changera après. Ce qui est important aussi, c'est dans Fenêtre Préférences, là où on avait nos snippets pour Mmet par exemple, bah on voit qu'ils sont plus vraiment là. Et au niveau web, nos templates que l'on avait précédemment, pareil, eux aussi ont été réinitialisés. Donc ça n'a pas été copié durant cette phase. Alors comment arriver à copier toutes les choses d'un espace de travail à un autre? Bah c'est assez simple au fond. Je vais fermer Aptana pour pas qu'il me cause de problème. Et dans notre projet HTML5, on a nos dossiers de projet. Mais on a un dossier qui s'appelle Metadata. Et c'est lui un petit peu qui contient toutes les versions, tout ce qu'on utilise dans notre projet en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de dossiers ici. C'est toutes nos préférences. Et il suffit de prendre ce metadata, de le copier vers le projet nouveau et d'écraser les deux métadatas en les fusionnant. Voilà, on applique, on divise pour tout. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas du coup obligé de faire le truc copier au niveau de l'espace de travail, hein. C'est un petit peu ce que vous faites ici. Mais là, vous copiez vraiment toutes les préférences. Aussi bien normalement le thème que les templates que vous avez déjà fait ou autre. Donc ça, c'est un truc à savoir qu'entre chaque espace de travail, toutes vos préférences sont entièrement réinitialisées par défaut. Voilà, vu que le changement est effectué, je relance Aptana. Donc ici, je suis encore dans mon espace de travail HTML. C'est pas grave, je vais commuter pour repartir sur l'environnement CSS3. Alors oui, je peux laisser le document, je peux laisser la copie des paramètres, de toute façon ici ça va pas me déranger. Dans le sens où j'ai écrasé le dossier. Alors, en fait, c'est qu'il est dans le bon espace de travail, mais le fait d'avoir recopié les préférences, ça a recopié on va dire les dossiers. Mais en fait, en réalité, ces dossiers-là sont dans notre espace de travail HTML5. Vous voyez, là, s'il nous propose de passer vers l'espace de travail HTML5, ça veut dire qu'on est dans l'autre projet. Donc tout bonnement, il suffit de supprimer ces projets. Attention, dans la suppression, ne supprimez pas le contenu du disque dur, parce que le contenu pointe bien vers votre projet HTML5, si vous étiez comme moi avant. Mais vous supprimez juste le projet de l'endroit où il se trouve. Voilà. Si je regarde mes thèmes, je suis bien sur mon thème GitHub. Si je regarde mon menu, j'ai bien mon HTML file qui est revenu. Et si je regarde dans mes préférences, au niveau d'Mmet, mes snippets précédents sont revenus. Et au niveau du web HTML file, dans mes templates,
mes templates que j'avais définis, c'est les new HTML, sont revenus. On les voit, c'est ceux-là. Donc maintenant que vous avez vu comment copier les préférences d'un espace de travail à un autre, et comment on peut basculer d'espace de travail voilà, d'un espace de travail à un autre, on va pouvoir maintenant s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire ici c'est vrai que j'ai pas de vue personnalisée. Bon, il m'a repris une vue d'avant, donc c'est vrai que le côté explorateur de projet je l'utilise beaucoup, côté structure je l'utilise de temps en temps, et le côté snippet je l'utilise jamais. Ce que je peux faire, c'est pour gagner de la place ici, de placer le structure à côté de mon projet. Comme ça j'ai une grande place. Donc cet élément là qui ne me sert pas souvent, lui je le laisse réduit en bas. Et ce que je vais faire, je vais sauvegarder cette perspective là. Donc je sais pas si voilà, je peux réduire encore un peu, ça sera mieux. Donc dans fenêtre, je vais demander de sauvegarder cette perspective, c'est-à-dire cet agencement que je viens de faire. Et je vais la nommer comme je veux, là je vais la nommer UnixVer. Mais c'est au choix, hein, vous la nommez comme bon vous semble. Et voilà. Du coup, j'ai mon espace de travail à moi. Donc comme toujours, il va falloir créer un projet. Donc, nouveau projet. Ce sera toujours un projet web. Donc là on a le truc pour les projets, les templates de projets. Donc pour l'instant on passe, on garde le truc par défaut. On est bien dans notre espace de travail CSS3. Et je vais l'appeler test. Je termine. Donc mon projet test étant bien créé, je pourrais demander d'avoir un nouveau fichier. Alors je pourrais le prendre depuis un template. Donc je vais faire depuis le dossier en cours, nouveau HTML file. Je vais l'appeler index. Je fais suivant. J'ai mon choix dans mes templates. Alors on va prendre le template le plus basique, voilà, celui qui a une petite structure. Mais il n'a pas la langue. Donc ici, celui-ci, ouais. Bon, on n'a pas vraiment l'icône sur ce coup-là, mais puis on n'aura peut-être pas le même menu, donc je vais garder le template HTML5 par défaut. Voilà, chose qui est faite. Donc on va essayer d'aérer un petit peu ça quand même. Voilà. Donc pour un fichier CSS, sur notre test, on va pouvoir faire un nouveau fichier. Et puis on peut l'appeler style.css. Et je peux terminer directement. Ce qui a pour effet de me créer un fichier de style. Alors, dans mon body, je vais y mettre 4 paragraphes. Donc P x 4. Donc on n'oublie pas, j'utilise mmet. Et pour le moment, ces 4 paragraphes vont être vides. Ou, allez, limite, je peux mettre paragraphe 1. Recopier ceci. Et les nommer respectivement 2, 3 et 4. J'enregistre. Dans la feuille de style, je vais appeler mes paragraphes. Donc vous voyez qu'on a
l'aide à la saisie tout de suite dans le fichier de style. On l'avait aussi dans le HTML, hein, c'est juste qu'il fallait logiquement commencer notre code comme ceci, si on voulait l'avoir. Mais comme on utilise mmet, on n'a pas besoin de commencer comme ceci. Ici, mmet fonctionnera aussi pareil, hein, ça change pas. Donc, cet élément paragraphe, je vais lui donner une taille par défaut qui va être un width. Et ici, vous voyez toujours l'aide à la saisie, où on peut voir les propriétés. Donc, ce qui est un petit peu plus pratique que sur Notepad, où il fallait un petit peu connaître les propriétés. Là aussi, il faut les connaître, mais c'est au moins c'est écrit. Et à côté, on voit les compatibilités. Mais le problème, c'est que moi, j'ai 5 navigateurs, et lui, il m'en affiche que 3. Comment je peux régler ce petit problème? Si je regarde dans mon menu exécuté, hein, on a bien nos 5 navigateurs comme on l'avait paramétré dans la vidéo, prévu à cet effet. Tout simplement, dans Fenêtre, dans Préférences, comme beaucoup souvent, on va dans Aptana Studio, on déplie, et si on allait Content Assist. Et par défaut, on est sur PHP, donc nous, la nature de notre projet, c'était un projet web à la base, donc on va cliquer sur Web. Et on va venir sélectionner les navigateurs que l'on a en plus. Puis on applique tout simplement. Si je reviens dans mon bloc, et que je retape mon W, on voit que Width, et même les autres, bah on a nos 2 navigateurs qui ont été rajoutés automatiquement. Donc très simple, si c'est grisé, ça veut dire que le navigateur ne comprend pas cette propriété. Donc autant en HTML ça nous dérangeait pas trop, qu'en CSS, bah voilà, on va on a vraiment besoin de cette aide qui permet tout de suite en un clin d'œil de savoir si les navigateurs comprennent cette propriété. Donc width, comme vous devinez, ça désigne la largeur. Alors les unités, il y en a plusieurs en fait. Donc on peut exprimer en pixels, donc c'est un point de l'écran, un pixel. On peut l'exprimer en centimètres, en millimètres, en pourcentage, en EM. Alors ça c'est un petit peu bizarre comme unité, elle est très utilisée, mais c'est une sorte de pourcentage sur une taille de base. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah je sais plus trop, mais je sais qu'il y en a pas mal en fait. Donc on va beaucoup parler nous principalement en pixels, d'autres fois en pourcentage et quelques fois en EM. Donc j'enregistre mon P qui a un width de 300 pixels. Alors si j'exécute ici, quand je suis sur le fichier de style, voilà, la sélection ne peut pas être lancée, il n'y a pas de lancement récent, donc c'est pas grave, je demande sur Chrome, je dis oui pour enregistrer l'index puisqu'il y a une étoile qui n'a pas été enregistrée. Et là il me lance sur mon ancienne préférence. Donc ceci c'est pas très grave, il suffit de rechanger cette préférence. Donc ça on lui avait dit dans Fenêtre, Préférences, au niveau de nos navigateurs. Donc ceci, si je me trompe pas, ça doit être dans Général peut-être, Navigateur web. Donc non, c'est pas ici. C'est dans exécution et débugage, voilà. Et on avait ici les lancements, il me semble bien. Les
configuration de lancement, c'est pas là-dedans. Pourtant il me semblait que c'était là-dedans. Donc j'essaye de me rappeler où c'était cette option. Il me semble pas que c'est ça. Il faudrait que ça me revienne. Donc l'espace de travail, non plus. Les navigateurs web, donc ça non. Non plus. Bon, on peut le retrouver normalement autrement. Cette chose, c'est quand on est sur l'outil d'exécution, dans configuration d'exécuter. Voilà, c'est la fenêtre que je recherchais à cet endroit-là. Et dans Chrome, on lui a demandé de démarrer sur une URL spécifique. On va demander de démarrer sur la page en cours. Et ici, on va le mettre sur son option par défaut Use Built-in Server. Donc je peux vérifier sur les autres. Donc je vais dire de sauvegarder, que j'ai pas changé l'option. Donc là, c'est les options par défaut toujours. Ok, donc je ferme. Donc cette fenêtre, je peux la fermer, hein, je peux décocher ces petits trucs et fermer la fenêtre. Et si à nouveau je relance, sous Chrome, on voit qu'il lance le fichier de style. Donc il faudra faire attention quand on lance un projet, comme ceci, parce qu'on n'a pas de serveur ni rien, on se met bien sur la page HTML au moment de lancer le test. Donc on voit bien nos 4 paragraphes. Donc là, on voit pas très bien la largeur, parce que tout simplement, on n'a pas de fond, on n'a pas de bordure, on n'a pas de trucs comme ça, donc et comme notre paragraphe est très petit, on voit pas cette taille qui délimite les paragraphes, qui fait qu'il retourne un petit peu la ligne. On va voir. Donc dans style, on va ajouter d'autres propriétés de style. Donc maintenant je vais parler, quand on est dans CSS, de propriétés, puisque c'est le mot exact, hein, c'est pas des attributs, mais c'est des propriétés. Donc la propriété qu'on va lui mettre un fond, donc on a vu notre background color. Donc voilà, j'ai background color, je peux sélectionner. Et puis je vais lui mettre un fond de type CC3. Et je vais lui ajouter une bordure. Donc on a border. Cette bordure, elle aura 1 pixel de largeur et elle sera solide. Et je mets le point virgule. J'enregistre. Alors vu que je travaille dans le fichier de style, soit je me remets à chaque fois sur index puis j'exécute, ou soit je garde ma page ouverte et puis j'actualise à chaque fois. Donc là on voit que la propriété background color ne s'applique pas sur un paragraphe. Donc en fait, un paragraphe, pour avoir une couleur de fond sur un paragraphe, il faudrait qu'on définisse... Non, en fait, je dis une grosse bêtise. J'ai oublié quelque chose d'important, c'est de lier la feuille de style à ma page d'index. Donc pour ce faire, dans le head, j'utilise la balise link. Avec ma petite touche de tabulation et grâce à emmet, il me remplit les choses. Donc title, j'en ai pas vraiment besoin. Media, j'en ai pas besoin. Chart set, il est déjà défini au-dessus. Donc je peux effacer toute cette partie. Je vais juste garder le href et viser mon fichier de style qui est juste à côté. Au passage, Aptana me dit que mon fichier est là, donc j'ai plus qu'à le sélectionner. J'enregistre et j'actualise ma page.
Et là, on visualise bien mes paragraphes qui font bien une grandeur de 300 pixels et qu'ils ont, on va dire, une bordure ici. Donc j'ai pas précisé la couleur de la bordure, c'est vrai, donc par défaut elle est noire. Et la couleur que je leur ai définie. Donc si je voulais donner par exemple une couleur à ma bordure, je pourrais le préciser à la suite. Donc par exemple 1 pixel, couleur, je sais pas trop, on va mettre en rouge, comme ça sera très visible. Hop. J'enregistre et j'actualise. Donc on a bien une bordure rouge. Donc un paragraphe, on peut leur donner une largeur, hein, comme on le voit, mais on peut aussi très bien leur donner une hauteur, avec l'attribut height. Même chose, cet attribut peut s'exprimer en pixels, en pourcentage, en EM, et d'autres choses comme étoile, auto et inherit. Donc inherit, ça veut dire que ça hérite du parent. Si le parent fait 50 pixels, bah ça va hériter du parent. Si c'est sur auto, ça va être dépendant de la hauteur du texte. Donc tant qu'il y a du texte, et bah, la hauteur ça s'ajuste en fonction de la longueur du texte qu'il y a dans le paragraphe. Si on le précise nous-mêmes, on peut le faire aussi, par exemple 200 pixels. Et que j'actualise, donc j'ai bien des paragraphes qui font une hauteur de 200 pixels. Donc qu'est-ce que je veux parler au niveau du texte? Tout bonnement, imaginons que nos paragraphes font quelque chose un peu moins grand, comme 50. Donc là, 50, le mot rentre dedans toujours. Mais là, il n'y a qu'un mot. Si je mettais du texte dans mon paragraphe, donc je vais rajouter un petit peu de lorem à hauteur de 100 mots. Voilà, que j'enregistre, que soit je relance ou que j'actualise. Ben on voit que les 100 mots là, de mon paragraphe 1, viennent s'écrire complètement au-dessus du reste. C'est pas un effet désiré. Donc soit on précise la propriété de hauteur, et on fait bien attention que la hauteur soit assez suffisante pour le texte, soit la hauteur on la met sur auto, donc je vais la mettre sur auto, et si j'actualise, automatiquement la hauteur se définit jusqu'à la fin du texte, ou tout bonnement, je ne la donne pas. Quand je la donne pas, bah, c'est un petit peu calculé automatiquement en fait. Et on voit que ça fait le même résultat. Je vais enlever un petit peu de texte. Ouais, je vais en laisser quand même un petit peu. J'enregistre, j'actualise. Hop, la taille, vous voyez, elle s'adapte en fonction du texte. Alors, comment je pourrais faire pour placer le paragraphe 2 à côté du paragraphe 1? Par défaut, le flux de la page, donc ce qu'on appelle le flux de la page, c'est le contenu de votre page. On sait qu'une page HTML est lue de haut en bas, de gauche à droite, et tous les éléments qui composent la page viennent s'aligner par défaut sur le bord gauche de notre page. Et s'alignent de la même façon que la page se lit. Premier paragraphe se colle en haut à gauche. Comme un paragraphe provoque un retour à la ligne parce que c'est une balise de type bloc, alors du coup en dessous j'ai une ligne d'espacé et ce paragraphe se colle toujours sur ce bord gauche puisque
c'est la façon dont les éléments se placent par défaut. Le flux étant la façon dont les éléments, comme ceci, viennent s'additionner les uns en dessous des autres, tout en se calant sur le bord de la page. Nous avons une propriété qui va permettre de modifier le flux des éléments, et cette propriété étant de rendre les éléments, comme on va dire, flottants. Donc, pour cette propriété qui est flotte, qu'on va voir, on va demander à ce que tous nos éléments qui suivent, tous nos éléments de paragraphe, s'alignent non pas par défaut, mais vont venir s'aligner à gauche de l'élément précédent, soit sur le bord droit de l'élément précédent et non plus sur le bord gauche de la page. Au lieu de grosses explications, voyons voir. Dans mon P, je vais ajouter une propriété float, comme on le voit. Et float, je vais demander ce qui soit flottant, comme on le voit en dessous, à gauche. J'enregistre mon document et j'actualise ma page. Et automatiquement, mes paragraphes s'alignent sur le à gauche, mais par rapport au bord droit de l'élément qui les précède. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont cet aspect-là. Donc, je vais réduire un petit peu leur taille, on va dire d'un tiers. Bon, allez, de moitié même. Je vais les mettre à 150. Et je vais actualiser ma page. On voit que par défaut, les paragraphes se collent les uns aux autres. Parce qu'on n'a pas encore précisé qu'entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, on voulait un espacement. Donc, ces espacements, c'est ce qu'on appelle des marges. Donc on va ajouter une nouvelle propriété, qui est la propriété margin. Alors comme vous voyez, margin a plusieurs valeurs. Si on dit margin tout seul, ça voudra dire qu'il y aura une marge pour tous les côtés. Bottom soit en bas, left à gauche uniquement, right à droite uniquement, top en haut uniquement. Donc c'est simple, soit on dit que tu as une margin bottom, c'est-à-dire une marge en bas à 10 pixels par exemple, ou juste une marge à droite à 10 pixels également. On peut dire qu'il y a une margin bottom 10 et un margin left de 10. Et s'ils ont tous la même marge, au lieu de dire margin bottom 5, margin left 5, margin right 5, margin top 5, ben on dit margin 5, tout simplement. Mais attention, quand on fait ça, ça veut dire que c'est tous les côtés qui vont avoir la valeur de marge qu'on aura définie. Pour le moment, ce que je vais donner comme marge, c'est-à-dire au bord droit de mon paragraphe 1, pour chaque bord droit, je veux qu'il y ait une marge d'une dizaine de pixels. Donc je vais y dire margin right pour le bord droit. Je voudrais 10 pixels. Bon, 10 pixels, ça va pas être grand chose, mais... Et là, je me suis trompé. Acheter, voilà. J'enregistre et j'actualise. Et on voit que mes paragraphes, automatiquement, ils ont une petite marge. Alors, hop là, pourquoi j'ai ouvert lui? Qu'en est-il maintenant dans mon HTML si, juste après mon P, bah, que j'ai un autre élément... Imaginons qu'on ait une liste avec, je sais pas, 3 éléments, et ces 3 éléments vont avoir un lorem de, allez, 6 mots. Donc voilà, j'ai une liste de 3 éléments de 6 mots, donc j'ai un petit peu oublié le UL au début. C'est pas grave, je le rajoute. On va faire un petit décalage.
Voilà. J'enregistre. Donc on n'oublie pas que c'est les P qui flottent à gauche, en left, et pas les UL. Si j'actualise ma page, on voit que ma liste vient se mettre à gauche, voilà, au bord droit du paragraphe 4. Et que du coup, normalement, elle aurait dû se trouver ici, en dessous. On lui a pas dit qu'elle était flottant à gauche. En fait, quand on joue avec les flottants, on joue vraiment avec le flux du document. Et si on pense pas à réinitialiser cette flottaison, comme on va dire, et bah du coup les éléments continuent à flotter comme ils peuvent là où c'est indiqué. Donc comme là le paragraphe était indiqué de flotter, et qu'il n'y a pas, on va dire, assez de taille pour que, ou c'est pas assez grand pour que faire en sorte que lui redescende tout seul, comme dirait assez grand, je sais pas, si je leur mets par exemple à mes paragraphes des tailles bien plus larges, comme 350 pixels par exemple, ce qui est très 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 large, et que j'actualise, on voit que le paragraphe 1, le paragraphe 2 continue à se mettre sur le bord du paragraphe 1, que mon paragraphe 3 se met sur le bord du paragraphe 2, que normalement il devrait y avoir le paragraphe 4 ici, mais comme il n'y a plus de place, alors il va en dessous, et comme le paragraphe 2 étant petit, alors le paragraphe 4 peut se positionner toujours en dessous du paragraphe 1, puisque c'est lui qui est pour le moment la référence du bord où les éléments vont venir se placer. Et pareil, comme à la suite, comme après paragraphe 4, dans mon code HTML, j'ai une liste, et que certains de ces éléments de la liste peuvent passer à côté du paragraphe 3, alors, naturellement, il monte en haut pour commencer à s'écrire, puis comme il n'y a plus de place, il passe en dessous. Donc, cela démontre bien qu'il faut faire attention quand vous jouez avec les flottants, de bien réinitialiser les valeurs si vous placez d'autres contenus à la suite. Donc là je vais les rendre un petit peu moins grands pour faire en sorte qu'on a quand même les 4 blocs et que notre liste soit presque en dessous. Pourquoi presque? On va dire 250. On actualise. On voit que là il y a encore un peu de place, mais c'est pas grave. Même si tous les éléments prenaient la place que j'aurais voulu, la liste ici ne serait pas venue en dessous du 1. Mais comme le paragraphe 2 a encore de la place, alors la liste va se mettre en dessous du 2. Si je leur donne un petit peu plus, allez, peut-être 300, je sais pas si ça va être trop grand ou pas assez grand. Ouais, c'est encore trop grand, 300. 280. Ok, bon, on va pas chipoter. Ou alors on va faire ceci, on va tricher. Voilà. Donc on voit que ce que j'aurais voulu faire, c'est qu'ils aient voilà, tous la bonne largeur pour que les éléments se placent en dessous. Donc ici, comme le paragraphe 1 a une hauteur assez large, c'est pour ça que notre liste se place sur le bord du paragraphe 1. Mais si notre paragraphe 1 était moins haut, alors la liste aurait quitté la flottaison et serait bien venue en dessous. Tout comme si le paragraphe 2 était plus long, alors la liste, elle aurait continué à flotter sur le bord du paragraphe 2, tout en continuant à s'aligner par en dessous. Ah, c'est très très bizarre au niveau du CSS ça. Donc comment arriver à dire à notre liste, bon bah tu vas en dessous, peu importe leur hauteur ou leur largeur, tu retournes sur le bord ici. Ici, il va falloir lui dire, après le P, donc sur notre UL cette fois-ci, donc la balise que je vais viser, ça va être la balise UL.
il faut que je lui dise, ici, il faudrait que tu flottes, que tu arrêtes de flotter. Donc pour cela, il existe une propriété qui s'appelle clear. Et clear peut avoir quelques valeurs, comme clear left, c'est-à-dire arrête de flotter à gauche, clear right, arrête de flotter à droite, et clear both, arrête de flotter des deux côtés. Je vais mettre clear both, c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. Et si j'actualise, ma liste passe bien en dessous. Même s'il y a encore de la place ici, c'est pas grave, puisqu'elle revient sur son flux normal, donc soit le bord gauche de ma page, ma liste revient bien à l'endroit où elle est attendue. Et même si mes paragraphes étaient un petit peu plus grands, comme on avait un petit peu au début, genre 300, 350, bah eux, mes paragraphes continuent de flotter normalement, c'est-à-dire que s'il y a de la place sous le 2, bah le 4 vient sous le 2. Si le 2 avait un petit peu plus de contenu comme le 1, disons l'orème de 30 mots, et que j'actualise, on voit bien que le 4 continue à se positionner sur le bord, en dessous. Même chose, si le 3 était plus grand, le 4 serait venu en dessous. Donc c'est ce qu'on va voir. Le 3, je rajoute des mots dans le paragraphe. Pareil, l'orème, allez, 20. J'enregistre, j'actualise. Donc comme le 20 n'est pas assez grand et qu'il reste encore de la place en dessous, on voit que le paragraphe 4 peut se mettre encore sur le bord du paragraphe 2. Et si j'avais un peu plus de mots, je pense que ça devrait suffire. Il y a encore un petit peu de place comme on le voit, malgré que le bord il n'est pas tout à fait sur le bord. Hein, on voit qu'il y a une espèce de chose qui empêche le paragraphe 4 de revenir ici sur le bord là. Donc on va exagérer encore, on va lui redire bah, attends, t'as encore un peu plus de texte. Et voilà, le fait que maintenant il y a beaucoup plus de texte, le 4 revient. Donc le 4, comme il est toujours flottant à gauche, mais qu'ici il a plus de place pour s'y placer, et que vu que le bord, bah, il peut pas se placer sur un des autres bords parce que le 3 il est trop grand, on va dire. Du coup il revient naturellement sur le bord de la page. Mais s'il y a d'autres éléments qui viennent se positionner, je rajoute un P par exemple, il va venir automatiquement se placer à côté du 4. Et ma liste, elle, par contre, elle n'est pas affectée par ce changement de bloc que je suis en train de faire. Depuis le début, elle reste bien collée sur le bord gauche. Elle ne change pas d'endroit. Exemple, hein, je reprends mon paragraphe 4, CTRL-C, je vais en coller 2 à la suite. Donc ils auront le numéro 4, mais ça, voilà quoi. Et on voit bien qu'ils s'alignent les uns à côté des autres. Tout bonnement parce qu'il y a de la place, et même chose si on avait un autre, bah, il se mettrait en dessous, lui il continuerait à descendre, et puis autre élément se positionnerait à côté. Voilà un petit peu le principe de flottaison des éléments. Donc on peut les faire flotter à droite ou à gauche, mais alors là il va falloir faire attention. Je vais supprimer les paragraphes 1, 2, 3, les 4 quoi, du moins. Que les 4, je vais bien garder mes 1, 2, 3, et éventuellement je vais garder ma liste, qui va pas me déranger pour le moment. J'actualise, donc j'ai bien mon paragraphe 1, mon paragraphe 2 et mon paragraphe 3. Qu'en est-il si j'avais décidé dans mon CSS de dire, bah en fait je voudrais que ça flotte à droite, donc right. Hop, là, si j'ai une erreur, c'est que je me suis trompé d'écriture, voilà. C'est pratique, du coup, Aptano, vous voyez, tout de suite, on a les petites erreurs qui apparaissent si on fait des choses qui vont pas. Donc, dans float right, maintenant, j'inverse l'ordre de flottaison, c'est-à-dire qu'aux éléments, je leur dis, au lieu de vous caler sur le bord gauche, vous vous calez sur le bord droit.
Et que va-t-il se passer? Et ben on voit que le paragraphe 1 se cale bien sur le bord droit, du coup c'est le bord gauche du paragraphe 1 qui devient le bord droit du paragraphe 2, et etc. pour le paragraphe 3, mais que les éléments, ici, visuellement, sont un petit peu à l'envers. Tout bonnement parce que dans notre HTML, notre flux dit paragraphe 1, puis paragraphe 2, puis paragraphe 3. Mais comme on les positionne sur le bord droit, alors le paragraphe 1 arrive, puis le paragraphe 2, comme il peut se positionner à côté, il se met à côté, et naturellement, pareil pour le 3. Comme on avait fait un clear both, donc qui veut dire clear left ou droit ou right, notre liste, elle, est naturellement en dessous, elle n'est pas affectée par ce changement que je suis en train de faire. Donc on voit que même si les éléments arrivent dans un sens sur notre page HTML, avec un float right, on peut visuellement les inverser. Même si dans la page, c'est toujours bien le paragraphe 1 en premier, le paragraphe 2 en deuxième et le paragraphe 3 en troisième. Là, c'est une petite astuce, mais il faut faire attention quand vous commencez à inverser les éléments, après ça devient un vrai casse-tête. Donc c'est un petit peu à éviter de faire. Alors, une autre chose qu'on va pouvoir voir, ça va être ce qui va s'appeler les positions. Donc pour le moment, je vais enlever le UL, il va pas me servir. Donc ma liste, je vais l'enlever pour le moment. Je vais garder ces paragraphes avec leur texte. Et on va les identifier particulièrement. Donc je vais leur mettre un ID. Et pour le paragraphe 1, donc je vais appeler ça bloc 1. Je vais faire du copier-coller. Donc vous voyez au passage ici qu'il ne veut pas d'identifiant pareil en fait. Bloc 2 et bloc 3. S'il change bien les noms, il est content. Donc à mes paragraphes, je vais tous leur donner une largeur de 350. La hauteur va se calculer en fonction du texte. Je vais leur laisser leur couleur de fond, leur bordure. Par contre, je vais enlever la flottaison. Quoique. Moi, si je vais enlever la flottaison. La marge va servir à rien. Donc je vais l'enlever. Et je me retrouve du coup avec 3 paragraphes, les uns en dessous des autres. Alors, les histoires de position, maintenant. Donc, je vais me baser sur le deuxième paragraphe, donc celui qui va avoir l'identifiant bloc 2. Et disons que sur ce bloc 2, je vais définir sa propriété position. Et ici, je vais avoir 4 types de position, soit absolue, soit relative, soit fixed, ou soit statique. Alors, quand on précise rien, par défaut, la position est statique. Qu'en est-il si je lui donne une position on va commencer par la relative. Ah, puis inherit qui veut dire hériter du parent. Donc pour l'instant on va le mettre en relative. Voilà. Donc quand je donne ce paramètre de position relative, que se passe-t-il au niveau du contenu? Pour le moment, à rien. En fait, les paramètres de position vont se définir avec les attributs suivants, les propriétés suivantes, top,
pour le haut de ma page, left pour le bord gauche de ma page, right pour le bord droit de la page et bottom pour le bas de la page. Donc si je disais par exemple sur le top, tu vas lui mettre 10 pixels. Et sur le bord gauche, left, même chose, 10 pixels. Je valide, j'enregistre et j'actualise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? On voit que le bloc 2 s'est décalé de 10 pixels par rapport à la position qu'il devait avoir. Normalement, il aurait dû être positionné ici, comme les autres tout au début. Et ce décalage qu'il a eu, la position relative, c'est par rapport à la position qu'il aurait dû avoir dans le flux. Et c'est pas par rapport à un élément particulier, hein, d'accord? Pas dans ce cas-là. Si par exemple j'augmentais de 100, on va bien comprendre ce qui va se passer. Vous voyez qu'il est en train de se positionner au-dessus du 3. Parce que normalement il aurait dû être ici. Et là il s'est décalé de 100 pixels par là et de 100 pixels vers le bas. Ce qui a amené son point ici. Par contre, comme il n'y a que lui que je lui ai donné cette position relative, les autres continuent naturellement de suivre leur flux. Par contre, on voit que le 3, il remonte pas automatiquement au-dessus. D'accord? Il fait comme si que le 2, finalement, n'avait pas bougé. Donc ça, c'est une remarque. Qu'en est-il si j'avais fait la même chose avec cette position, mais que je l'avais pas mis relative, mais plutôt, par exemple, absolue? Absolute. J'enregistre et j'actualise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon paragraphe 2 se décale de 100 pixels. Mais 200 pixels par rapport à où? Parce que normalement, le paragraphe 2 il aurait dû se mettre ici. Donc s'il se décalait de 100, il viendrait bien ici, ok, mais 100 aussi en bas, donc il aurait dû venir dans ces endroits-là. Or, il se met là. Et mon paragraphe 3, lui, au lieu de se mettre toujours en dessous, il est remonté en dessous du 1. Comme si que le 2 n'était pas là. Le 2, là, les 100 pixels qu'il est en train de calculer, il les calcule cette fois-ci par rapport, dans la position absolue, par rapport au dernier élément qui a été positionné, ou par rapport à son parent positionné. Si on regarde dans notre structure HTML, le bloc 2, qui est son parent? C'est le body. Et le body, il n'est pas positionné. Par défaut, il est positionné en haut à gauche, voilà, comme on lirait un document tout en haut à gauche. Si je regarde l'élément qui le précède, le bloc 1, mon bloc 1, je lui ai pas donné de position. Donc, il s'en occupe pas. Et du coup, il s'est positionné en quelque sorte par rapport au bord haut gauche de la page. Et il a donné son décalage de 100. Si le bloc 1 était positionné. Donc je vais demander le bloc 1. Et dans sa position, il ne veut pas me le dire, était relative, par exemple, que va-t-il se passer visuellement? Pas grand chose. Puisque le 1, comme étant positionné sur le bord haut et gauche, alors le 2 se décale toujours pareil à ce même bord haut et gauche. Bon. Et si je le faisais par rapport au P, cette position relative, que je coupe
et que je déplace en haut, on observe un autre changement. Que le paragraphe 2 a été se mettre derrière le paragraphe 3. Le P étant positionné. D'accord? Mais le P n'étant pas le parent du bloc 2, puisque le bloc 2 et P étant la même chose. Bien sûr, sur le bloc 2, qui c'est qui a gagné dans cette histoire? Bah, pour le bloc 2, c'est le bloc 2. Puisque lui, il a une position absolue, et en plus, c'est un ID. Et on a vu, un ID est plus fort qu'une simple balise. Pas le même poids. Et de ce fait, pour le bloc 2, lui, c'est bien positionné en absolute à 100, 100. Par contre, l'autre étant positionné en relatif, on va dire, le bloc 3, c'est pour ça qu'il est passé au-dessus du bloc 2. Parce que, voilà, c'est la position qui lui a fait cette chose-là. En général, on utilise l'absolu avec une position relative sur un élément qui l'engloberait. Car là, actuellement, rien n'englobe le 2 si ce n'est que le body. Imaginons que mon bloc 2 était enveloppé dans une div voilà, donc j'ai pas besoin de lui donner un nom hein, pour le moment, c'est juste une div. Et je mets ce bloc 2 dans cette div. On va mieux comprendre le principe de ces positions absolues à cet instant. Maintenant, j'ai bien un div. Et le div est le parent du bloc 2. Ici, je vais enlever la position relative pour le moment et je vais garder comme j'étais au début. Soit le bloc 2 en absolu à 100% et j'ai rien changé sur le P. Donc logiquement, le 2 repasse au-dessus du 3, comme on l'avait vu précédemment. Et le 3, du fait qu'il soit lui en position absolue, le 3 continue normalement sur le flux normal, sans être perturbé. Le div, ici maintenant, si je lui donne une position, le bloc 2 va se positionner par rapport à ce div. Bon. Par contre, on va pas voir grand chose, pour la bonne raison, c'est que le div n'a pas de largeur hauteur. Donc je vais lui définir une largeur arbitraire de, allez, 200 px, une hauteur de 200 px, faudrait que ça soit plus grand que le bloc, les blocs font 350, donc allez, je vais exagérer, je vais mettre 500. 500 et puis mes blocs je vais les laisser à 300. Comme ça, ça sera un peu plus facile à calculer par la suite. Et pour voir le div, on va lui mettre un background. D'un CC8. Allez. J'enregistre. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, mon paragraphe 2, il est bien dans un div, d'accord? Et il s'est positionné à 100, 100 par rapport à son parent, qui est le div, et qui a été positionné. Donc son parent, lui, il se positionne normalement dans le flux, d'accord? On a le paragraphe 1, après il rencontre le div, donc lui il se place bien comme il faut. Puis le troisième, pareil, il continue juste après le div. Et notre paragraphe 2, du coup, lui, se positionne bien à l'intérieur de celui qui a été positionné. Alors ça fonctionne
uniquement parce que notre div là il a une position. Si on n'avait pas mis la position dans le div, on aurait été dans le même cas que précédemment. C'est-à-dire que le paragraphe 2 se positionne par rapport au bord haut et gauche. Parce qu'il n'y a rien de positionné avant lui. Même s'il était dans un div, comme on le voit, normalement il est dedans, et pourtant sa position l'a décalé. Après, qu'est-ce que c'est la position fixed? Actuellement, si je descends l'élément, mon paragraphe 2 descend en même temps. Donc là, je vais lui changer sa position, et je vais lui dire, au lieu d'absolu, tu vas être fixed. Donc ça veut dire que sa position est fixe, et qu'elle ne bouge pas. Qu'est-ce que ça va se traduire ça? Si je vais actualiser, pour le moment ça change pas, il se positionne toujours par rapport au bord haut et gauche de la page. Alors cette fois-ci, peu importe si l'élément parent est positionné. Ce que ça veut dire, c'est que si dans mon div, je lui dis par exemple, toi ta position est comme tout à l'heure relative, et que j'enregistre, on voit bien que le paragraphe 2 n'est pas revenu ici à l'intérieur. Non, il est resté à sa place. Et le fixed, qu'est-ce qui a changé visuellement par rapport à de lui dire en gros que lui il est en position absolue et que l'autre qui n'était pas positionné? Donc qu'est-ce que ça va changer par rapport à fixed? Uniquement ce fait. Si je descends la page, vous voyez que le paragraphe 2 ne bouge pas. Vous voyez qu'il... Donc, fixed veut dire ceci. Il est fixe, il est positionné dans ce bord-là, peu importe si la page monte ou descend, il reste comme si il était positionné par rapport à la fenêtre du navigateur et non plus dans la page. Vous voyez, ça change sa façon de le placer. Donc là, on a vu un petit peu toutes les possibilités du paramètre position. Que si on veut mettre un élément dans un élément et le positionner par rapport à cet élément parent, il faut bien sûr que l'élément parent possède une position relative, peu importe qu'il ait une hauteur ou une largeur, mais en général c'est un conteneur, donc il a une hauteur et une largeur. On a vu aussi le principe de flottaison, pour faire aligner les éléments les uns à côté des autres. Alors c'est vrai qu'on n'a pas mis une sorte d'image, ça on va le voir. Comment mettre une image dans un paragraphe et faire en sorte que le paragraphe aille tout autour de l'image, par exemple. Et puis on va en découvrir encore d'autres au fur et à mesure. Comme le prochain va concerner un petit peu les sélecteurs. Donc pour l'instant on a vu que les sélecteurs très basiques. D'ailleurs à ce sujet, comme j'ai revu les vidéos, notre site W3School voilà, donc j'aurais peut-être pu partir dans la partie CSS directement. Voilà, je suis bien dans la partie CSS. Vous vous rappelez que mon Google Translate ne fonctionnait pas. En fait, c'est parce qu'il y avait déjà l'outil Google intégré à la page. Si par exemple je reprenais là où j'étais, regardez les références sur je sais plus quoi la dernière fois. Bah, par exemple, là on était en train de faire joujou avec les floating ou les positioning. Bah, dans les positioning, là il va m'expliquer plusieurs positions, relatives, fixes, absolues. Et comme c'est anglais et qu'on peut pas comprendre des fois, vous changez la langue ici finalement. Et vous lui demandez en français. S'il me l'affiche. Français, c'est le premier, je suis bête. Et voilà. Maintenant, vous pouvez comprendre ce qui est écrit dans le site sans faire du copier-coller, comme je vous avais indiqué précédemment, ce qui est plus pratique. De même que dans la partie ici, j'ai utilisé
dans les tutoriaux précédents pour le HTML le template, le thème GitHub, qui allait à peu près bien pour le HTML. Par contre au niveau CSS il va pas très bien, je trouve. J'aime pas trop le fait que fixed soit pas près de la même couleur que position, ou que relative soit de la même couleur que position. Les mots sont pas assez distingués. Donc moi j'utilise un template, un thème plutôt, personnalisé, qui est le thème néon. Donc je vais taper text mate. Donc normalement c'est collé text mate, mais bon. Je vais le taper comme ceci, text mate néon. Et je vais aller sur le GitHub de MathDMO. Et je vais télécharger le zip. Et dans mon dossier de téléchargement, je vais extraire ce thème néon. Donc chose qu'on avait déjà vue précédemment. Précédemment, ceux qui ont regardé la vidéo spéciale IDE, comme indiqué au début du tutoriel. Hop là, dans les thèmes, tout en bas, dans les préférences, je vais venir importer mon thème néon que je viens de télécharger. Voilà. Et ce thème, on voit que position et relative n'est pas pareil. Donc il y a un fond noir. Alors c'est vrai que entre fond blanc, fond noir, on peut être un petit peu hésitant. En fait, pourquoi on utilise un fond noir? C'est parce que un fond blanc, quand on est tout le temps devant l'écran, et que le blanc est très lumineux par rapport au noir, avec le temps, dans la journée, au bout de 2 ou 3 heures ou 4 heures, on peut commencer à avoir mal aux yeux à force d'être concentré sur du texte et un fond blanc. Alors qu'avec le fond noir, comme ça adoucit plus, les yeux se fatiguent moins, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise le fond noir, et que j'utiliserai à l'avenir ce thème tout le temps sur Aptana. Voilà, donc je vous invite à venir dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va continuer notre exploration du CSS. Allez, ciao, bye bye.